Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Sous une vidéo qui expliquait, entre autres, que les femmes au Moyen-Âge exerçaient des professions, avaient plus de droits qu'on l'imagine aujourd'hui, pouvaient être chevaleresses, etc. La conclusion qu'a tirée un petit génie en commentaire était du coup, tout le féminisme est à côté de la plaque et ne sert à rien. Oui, a-t-il développé face à un espace commentaire perplexe. Si de tout temps les femmes ont eu des droits comme elles en ont aujourd'hui, on n'a pas besoin de féminisme, pourquoi elles nous font chier celles-là, c'est vrai ça ? Heureusement qu'il était là pour nous l'expliquer, heureusement que ce petit reel d'1 minute a fait la lumière sur 150 ans d'erreur. Du coup c'est bon, on plie les gaules, on reconvertit le mycélium en podcast d'ASMR de chat qui ronronne et on fait la sieste. Ou alors on essaye de voir sérieusement pourquoi Baptiste le masculiniste n'a rien compris ni à l'histoire ni au féminisme. C'est l'occasion d'aborder une triple objection au féminisme actuel. D'abord, le féminisme c'était mieux avant. Elles étaient plus sérieuses et raisonnables, mieux coiffées. Aujourd'hui c'est n'importe quoi, elles sont toutes folles et hystériques avec leurs cheveux bleus et elles racontent n'importe quoi. Deuxièmement, c'était une autre époque. Ça sert à rien de dénoncer les crimes du passé. Maintenant la société a changé, c'est plus pareil que, selon ce qu'on va dénoncer, le 19e siècle, l'Antiquité ou les années 80. Et troisièmement, les femmes ont le droit de vote, l'égalité, tout ça. Donc on n'a plus besoin du féminisme maintenant, les féministes, ou pire, les néo-féministes, quoi que ça veuille dire, elles se sentent supérieures aux hommes et ça, c'est un scandale. Alors déjà, l'histoire, ce n'est pas linéaire. Le progrès social n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que les féministes étaient vraiment bien mieux avant ? C'est un argument que j'aime bien résumer en « une bonne féministe est une féministe morte », parce qu'elle peut plus se défendre. De manière générale, quand on dit que c'était mieux avant, il y a toujours 2 grandes questions à se poser. Avant quoi ? Et mieux que quoi et mieux pour qui ? Ça change tout. Il faut bien comprendre que le progrès social n'est pas du tout linéaire, continu. Il ne va pas dans une direction d'amélioration unique. En réalité, on va toujours observer des avancées, puis des reculs, des changements, etc. Ce n'est pas parce qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient des droits. Alors, pour cette fois, on va passer sur la pertinence de résumer une période de 1000 ans qui s'étale sur une aussi grande région en une seule phrase lapidaire, parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est pas parce qu'elles avaient des droits qu'elles les ont toujours conservés, que ces droits n'ont fait que s'accroître au fil des années, que ces droits étaient parfaits à l'époque, que ces droits étaient les mêmes pour toutes les femmes, partout, tout le temps, et ainsi de suite. Ça varie toujours dans le temps et dans l'espace. Et surtout, après le Moyen-Âge, on a eu la Renaissance, la Révolution française, la période napoléonienne. C'est une grosse période de recul pour les droits des femmes, mais aussi sur le plan de l'esclavage. Comme le dit la citation attribuée à Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. J'ajouterai même un correctif, un droit n'est jamais acquis. Il est conquis, c'est pour ça qu'il faut le défendre, c'est jamais un cadeau. Et ça on y reviendra plus tard. On parle notamment de phénomènes de retour de bâton, ou backlash en version originale. Les avancées féministes sont toujours suivies d'un retour de bâton. Actuellement, on pourrait citer comme exemple le chantage au célibat, les menaces contre l'avortement un peu partout, oui, même en France, parce que c'est bien beau de constitutionnaliser la liberté d'avorter si on coupe les vivres au planning familial dans le même temps. On peut aussi citer les féminicides, les agressions en tout genre qui ne baissent pas, la montée de l'extrême droite, et ainsi de suite. Et l'effacement de l'histoire aussi, ça participe de ce backlash, en nous privant des figures, mais surtout des modes d'action ou des idées déjà pensées par celles qui nous ont précédés. L'effacement de l'histoire, c'est des mensonges et des raccourcis. Les femmes ont commencé à travailler au « insérer une période historique qui vous arrange en fonction de ce que vous voulez dire, dans tous les cas ça sera faux ». C'est les invisibilisations. On oublie de raconter leur histoire, de transmettre leur création. C'est l'effet Mathilda qui va imputer des travaux de femmes à des hommes. C'est les légendes noires qui vont transformer de puissantes chefs d'État en sorcières ou en séductrices. Et j'en passe, et des meilleurs. De manière générale, ce qu'on choisit ou non de raconter de l'histoire, ça n'est jamais anodin.
Ce n'est pas anodin si ce qu'on nous apprend à l'école ou dans les émissions de télé grand public, ce sont des rois, des grands hommes, des châteaux prestigieux qui font notre gloire, et pas des femmes, des minorités ethniques ou religieuses, des minorités sexuelles ou de genre, des classes exploitées, que ce soit les ouvriers et ouvrières, les serfs et les serfs selon l'époque. Si on enseigne la Révolution française plutôt que la Commune, ou les conditions de production de ces fameux châteaux prestigieux et magnifiques. Tout ça, ça contribue d'un récit qui profite au statu quo. On minimise tellement l'ampleur de ces, entre guillemets, trous historiques, trous en tout cas pour le grand public, pas pour les spécialistes, qu'on pense ensuite qu'il suffit d'avoir vu une vidéo d'1 minute sur Instagram pour pouvoir se faire une idée de 1500 ans d'histoire des femmes, comme notre petit commentaire du début. Et cette amnésie historique, elle a une autre conséquence quand on parle de féminisme. Plus on remonte dans le temps, plus on a l'impression que les féministes d'avant étaient super modérées. C'est une impression. Qui s'explique notamment par le fait que l'histoire, écrite comme chacun sait par les vainqueurs, va surtout retenir les modérés. Ça, on l'expliquait déjà l'an dernier dans l'épisode 20 sur Fanny Raoul, une proto-féministe qui a écrit sous la Révolution française et n'était pas si raisonnable que ça, et répondait déjà à l'époque à des arguments de style « C'est pire ailleurs, de quoi vous vous plaignez ?» ou « Les femmes sont physiquement moins fortes, donc c'est naturel qu'elles soient traitées comme inférieures. » Autant de poncifs qu'on doit encore déconstruire aujourd'hui, et après, on va nous reprocher notre manque de patience. Dans Rage Against the Machisme, Mathilde Larère nous explique que la proto-féministe de la Révolution, qui est la plus connue aujourd'hui, c'est Olympe de Gouges. C'est pas un hasard, c'est parce que c'était loin d'être la plus révolutionnaire. Elle était modérée. Mathilde Larère parle d'icône consensuelle. Elle était par exemple favorable au suffrage censitaire, donc pour les plus riches seulement, ne demandait pas le droit aux armes, qui était pourtant une grosse revendication féministe à l'époque, et donc quitte à garder une femme, c'est elle qu'on a reconnue plutôt qu'une autre, comme par exemple Théroigne de Méricourt, dont il faut vraiment que je vous parle un jour. C'est pour ça que j'aime bien faire de temps en temps des portraits. Non pas pour idéaliser des figures passées, parce que j'aime vraiment pas cette façon de faire, mais pour rappeler que non, elles n'étaient pas toutes moins radicales qu'aujourd'hui, que certaines idées qu'on dépeint actuellement comme une nouvelle mode ne datent pas d'hier, et pour nous trouver de nouveaux modèles. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de certaines choses, qu'on critique les choses qui se sont produites dans les années 80-90 par exemple, on nous répond systématiquement « C'était une autre époque, tu peux pas comparer !» Mais il n'y a rien de plus faux. Déjà parce que ça change pas tant que ça au quotidien en ce moment. Ce qui change surtout, c'est qu'on gueule plus fort quand ça arrive. C'est un bon début, mais c'est clairement pas la fin de l'histoire. Et certaines voix s'élevaient aussi déjà contre ces mêmes choses dans les années 70-80. Les problèmes étaient déjà dénoncés à l'époque. On n'a rien inventé dans les années 2010. Mais à cause de cette espèce d'amnésie collective, on doit réinventer la roue à chaque génération. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre féministe un peu plus ancien que d'habitude. Il est paru en 92 avec certains textes écrits dans les années 70. Il s'agit de Sexe, race et pratique du pouvoir, l'idée de nature de Colette Guillaumin. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'elle dénonce plein de choses encore très pertinentes, comme l'objectification, la culture du viol, les appels à la nature, le fait qu'on cite les femmes par leur genre et pas leur fonction, ce que j'ai encore entendu faire la semaine dernière. Et page 149, on trouve une longue citation qui décrit le problème des féminicides, alors le mot n'existait pas à l'époque, mais les actes, oui, et les façons dont on minimise la dimension systémique et sexiste du problème. Je vais citer, c'est un peu long, mais c'est édifiant. Objet de meurtre, il n'y a plus que des épouses, que d'épouses. Des vieilles femmes, des prostituées, des féministes, des mères. Des femmes vieilles qui, entre guillemets, ne servent plus à rien. Des mères qui sont des, entre guillemets, castratrices. Des prostituées qui sont des, entre guillemets, filles. Des épouses qui sont des, entre guillemets, traînées, ou des incapables. Des féministes, ouvrez les guillemets, qui prennent la place des hommes, façon ponctuelle du général, entre guillemets, toutes les salopes. Ces actualisations sont une ruse, reprise à quelques degrés par les femmes elles-mêmes, l'effet de la dénégation tel que l'ensemble des femmes ne peut pas, ou ne veut pas, reconnaître une haine qui les vise en tant que telle. Dès qu'il s'agit d'elles, la disparition advient, et ce par deux moyens. D'une part, l'attention préférentielle portée à la psychologie et à la vie du meurtrier en place du fait lui-même. De l'autre, la particularisation des femmes visées, leur réduction à un trait qualificatif,
leur âge, leur métier, leur statut familial, leur choix politique. Et ainsi, c'est un fou, frustré ou mal aimé qui tue. Ce sont des vieilles ou des épouses ou des prostituées ou des féministes qui sont tuées. Mais pour qu'elles le soient, et elles le sont, il faut bien qu'elles soient à la merci d'eux, qu'elles soient des femmes. » Fin de citation. Une citation qui date donc de 1990 et résume parfaitement, je trouve, En bon père de famille de Rose Lamy, qui est paru en 2023. Et puisqu'on parle de radicalité, on le rappelle, le féminisme, ce n'est pas un bloc monolithique. Tiens, par exemple, on parlait de Simone de Beauvoir tout à l'heure. Une figure féministe indéboulonnable, admirée de tous, raisonnable et bien coiffée. Il est peut-être là le problème. Une figure un peu trop belle pour être vraie. Si des gens pas trop féministes t'incitent à être un peu plus comme quelqu'un, c'est bien d'aller gratter avant de foncer. Par exemple, Beauvoir, elle incarnait le féminisme blanc bourgeois qui ne s'étendait pas aux femmes en dehors de cette classe. Pour le détail, je te renvoie à l'épisode 9. Elle était aussi complice d'agressions sexuelles avec son conjoint Jean-Paul Sartre. Elle était pour la dépénalisation de ce qu'on appelait à l'époque pédophilie. Bref, c'est pas joli. C'est toujours le même problème. Quand on met les gens sur un piédestal, ça devient compliqué de les critiquer sans fragiliser tout l'édifice. La critique est pourtant nécessaire. L'autre problème du piédestal, des statues qu'on érige, c'est qu'elles vont concentrer tous les regards sur elles, quitte à en oublier d'autres, beaucoup d'autres. On pourrait citer Christine de Pisan, écrivaine du XVe siècle, première femme à vivre de sa plume en France, qui ruait déjà dans les brancards contre la déféminisation de la langue, alors que le féminisme n'était pas encore né. En 1898, Hubertine Auclair rappelait l'importance du langage dans la lutte, donc les mouvements actuels pour la reféminisation de la langue, c'est pas nouveau. Hubertine Auclair, toujours elle, militante féministe mais également suffragiste, vu qu'on la laissait pas voter, pendant les élections, elle a renversé des urnes pour piétiner les bulletins de vote. Et je te parle de ça, elle avait la soixantaine bien tapée. Sage, raisonnable, nous disions donc. Un vrai modèle pour la jeunesse. Plus festif, en 1936, nos féministes perturbent la finale de la Coupe de France de foot en lâchant des ballons rouges lestés de tracts dans le stade. Une anecdote relayée dans les grandes oubliées. Toucher au foot ? Non mais quel extrémisme impensable de nos jours. Les mouvements contre les agressions sexuelles ? Pas nouveau non plus. On avait des grèves dites pour la dignité dès 1905. Titu Lecoq, toujours, nous raconte notamment une grève dans une grande usine de porcelaine à Limoges. Malgré les plaintes répétées, la direction ne limoge pas, j'ai pas pu m'empêcher, l'agresseur, un contremaître, donc les ouvrières se mettent en grève, soutenues par leurs collègues ouvriers et le syndicat. Et comme la direction ne bouge toujours pas, cette grève n'ayant pas des revendications sérieuses, les salaires, c'est sérieux, la dignité, non, prenez des notes. D'autres usines rejoignent donc ensuite le mouvement. Ça prend tellement d'ampleur que l'État finit par envoyer l'armée, une bombe explose, on déplore quand même un mort, un ouvrier. Et bon, elles ont eu gain de cause quand même à la fin, mais il fallait au moins ça. Imagine si aujourd'hui toute une industrie se met à faire grève parce que des cadres harcèlent. Hystériques, elles vont beaucoup trop loin. Une dernière pour la route ? Les féministes aujourd'hui, elles sont trop misandres, ça aussi c'était mieux avant. Je vais citer Fanny Raoul, reine de la punchline, qui écrivait en 1801, dans Opinion d'une femme sur les femmes, « L'homme, cet être égoïste et vaniteux qui rapporte tout à lui seul au lieu de voir dans la femme sa compagne, son égale, s'obstine à n'y trouver qu'un être uniquement créé pour lui, qu'un hochet agréable qu'il brise, comme un enfant capricieux et mutin lorsqu'il en est là, ou qu'il rejette quand il y trouve une résistance qu'il n'attendait pas. Et cette résistance, qu'on appelle caractère chez les hommes, est traitée d'opiniâtreté, de désobéissance chez les femmes. » Mic drop. Et fin de citation. Je parle ici de féminisme, mais on pourrait faire un parallèle avec l'antiracisme. On va juger les militants et militantes d'aujourd'hui trop radicales par opposition à d'anciens plus raisonnables comme, pas du tout au pif, Martin Luther King, parce que c'est toujours lui. Lui, il était super raisonnable, modéré, consensuel. Et toujours présenté comme plus raisonnable que cet extrémiste de Malcolm X et les Black Panthers. Ben oui, on est toujours modéré par rapport à quelqu'un d'autre. On n'est pas modéré comme ça toute seule dans le vide. Je vais citer un extrait d'un article du magazine Ballast que je t'encourage à lire en entier parce que c'est très intéressant, qui s'intitule « Luther King, plus radical qu'on ne le croit ».
Je cite. Ancien chercheur du King's Paper Project, basé à Stanford, Jackson a examiné l'intégralité de ses sermons, paroles, livres, articles et lettres. Il a ainsi pu constater que depuis le début de son ministère pastoral, King avait été beaucoup plus radical que l'image que nous en gardons ou que nous avons façonnée de lui, en particulier sur les questions liées au travail, à la pauvreté et à la justice économique. Fin de citation. Par contre, le récit dominant a juste sélectionné soigneusement ce dont on va se souvenir de Martin Luther King. Dans le grand public, c'est toujours pareil, on parle pas des spécialistes. Notamment parce que les médias aimaient bien dépeindre un match entre lui et Malcolm X. C'était plus vendeur. Il fallait donc diaboliser comme trop extrêmes les uns pour adoucir l'autre. Et aussi insister sur les désaccords, inévitables, entre les deux branches du mouvement antiraciste. Parce qu'un match où tout le monde joue dans le même camp, mais ça s'appelle un jeu en coop. Et bizarrement, ça plaisait moins à l'establishment qu'une guerre fratricide. Vidé de son discours politique radical, King peut être récupéré par tout le monde dans une rhétorique de réconciliation dépolitisée. Ou alors on va sortir une phrase par-ci par-là de son contexte en fonction de ce qu'on a soi-même envie de dire, car Martin Luther King est devenu un argument d'autorité, alors pourquoi s'en priver ? Ce qui ne dit rien du tout de son vrai message. Par contre, ça lui fait perdre de son impact, comparé à celui que serait son impact si on criait son message complet sur tous les toits. Cette façon de gommer les voix ou les discours radicaux, ne retenir qu'une partie de l'histoire, ça permet aussi de faire comme s'il n'y avait qu'une bonne recette du militantisme, celle dont on se souvient. Et cette recette, c'est les dominants, ceux qui veulent que rien ne change, qu'ils l'ont. Quel hasard! Une recette barbe à papa toute douce, sage et bien peignée. Que le système récupère la critique, en fasse une sorte de version expurgée, en sélectionnant ses chouchous, on n'y peut rien, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Par contre, on n'a aucun intérêt à s'arrêter à ça, et tout intérêt à se replonger dans des textes et des discours convoqués d'autres figures. Puisqu'on parle de radicalité, on va finir en parlant un peu de la théorie du flanc radical, un concept apparu dans les années 1970-80 dans le cadre des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis. Pour résumer, on a besoin de radical dans un mouvement. Souvent, les militantes modérées vont parvenir à leur fin parce que derrière, des extrémistes font trembler le patriarcat ou le système raciste ou capitaliste dans ces charentaises. On n'est pas modéré comme ça toute seule dans son coin. On est modéré par rapport à quelqu'un. Si t'as pas de radical à côté de toi, il y a de fortes chances que ce soit toi la radicale aux yeux de ceux contre qui tu luttes. On le disait, le féminisme, comme tous les mouvements militants, a toujours été pluriel et protéiforme. Même si le féminisme blanc, bourgeois et libéral, donc le plus modéré aux yeux des pouvoirs en place, a généralement pignon sur rue. C'est pas nouveau, et en fait c'est pas le problème. Pour illustrer, Titu Lecoq, dans Le couplet d'argent, nous donne l'exemple de la loi française de 1907 sur la libre disposition du salaire, qui est certainement passée parce que le gouvernement a préféré suivre les modérés et changer une disposition, celle qui prévoyait que le mari gagnerait le salaire de son épouse quand il l'autorisait à travailler pour quelqu'un d'autre que lui. C'est marrant, hein, l'histoire a pas vraiment le même goût quand on la raconte comme ça que quand on dit « libre disposition du salaire ». Il préférait donc ça que cramer tout le code civil, comme le proposaient certaines. Autre exemple, les suffragettes. Souvent citées comme un modèle de bonnes féministes raisonnables, elles étaient bien habillées et elles luttaient pour un truc raisonnable, de bon sens, le droit de vote, pas des conneries comme l'autonomie corporelle. Alors c'est intéressant le vocabulaire. Normalement, une personne qui milite pour le droit de vote, c'est un ou une suffragiste. Le mot suffragette, c'était un terme péjoratif pour décrédibiliser la frange radicale du mouvement. Celle qui s'enchaînait aux grilles, posait des bombes, tout ça. Dans une tenue impeccable, certes, mais des bombes quand même. Vous trouvez toujours qu'elles étaient plus raisonnables. Au final, bon, ce sont les demandes les plus modérées qui gagnent, comme toujours, mais pour ça, il fallait qu'il y ait une force plus radicale, et donc ici même violente, pour la rendre entendable et acceptable. Pour que les modérés aient l'air de proposer une bonne issue au conflit à côté. Entendez bonne pour le statu quo. Par contre, c'est quand que vous avez entendu le mot suffragiste pour la dernière fois ? C'est le mot suffragette qui est resté dans le vocabulaire par un joli retournement du stigmate. Le journaliste qui voulait se moquer a perdu une occasion de se taire. Quand on pense à la lutte pour le droit de vote, c'est aussi à elle qu'on pense, et pas aux modérés, bien plus nombreuses et tout aussi importantes, l'idée n'est pas d'opposer.
L'idée qu'il est important de garder ici, et là je vais m'adresser plutôt aux personnes aux opinions plus modérées, c'est qu'il ne faut pas se penser en opposition avec les plus radicales. Ne pas s'épuiser à expliquer qu'elles desservent la cause, ou se disperser en querelles internes. L'idée n'est pas non plus de les rejoindre si ça vous parle pas, mais de comprendre qu'elles ont un rôle souvent complémentaire à jouer. Les désaccords sont inévitables, mais ce n'est pas toujours grave tant qu'on partage les mêmes valeurs fondamentales. On va toujours être la modérée ou la radicale de quelqu'un d'autre. De plus, tout le monde ne réagit pas aux mêmes signaux. Certains trouveront ridicules les militantes qui ont aspergé des tableaux, ou plus exactement leurs vitres, de soupe dans les musées. Mais le fait est que ces gestes ont fait réagir d'autres personnes. Ça marche. Pas sur tout le monde, mais ça marche. Enfin, il ne faut pas non plus perdre de vue que cette stratégie est aussi utilisée dans les milieux conservateurs. C'est la bonne vieille tactique de on fait soi-disant fuiter un premier projet qui est absolument révoltant, mais qu'on n'a jamais vraiment eu l'intention de passer tout de suite, et le vrai projet, plus modéré mais tout aussi nuisible, va passer crème ensuite. Et la fenêtre d'Overton, alors si tu sais pas ce que c'est, on l'a présenté en détail dans l'épisode 33, la fenêtre d'Overton se déplace à droite, petit à petit. Donc, ne nous privons pas de radicalité de l'autre côté non plus, sinon on va pas s'en sortir. Alors pour conclure, prétendre que le féminisme, ça se passait mieux avant, c'est aussi un moyen d'oublier qu'elle ramassait aussi beaucoup avant. Pour l'argument « les féministes se sentent supérieurs aux hommes », je te renvoie au double épisode sur les hommes au temps du féminisme, c'était le 29 et le 30. On y voit entre autres que non, les féministes ne détestent pas les hommes, avec une grosse étude à la clé, et on voit aussi comment les combats féministes ne vont pas nuire aux hommes, bien au contraire. Et à propos du troisième gros argument antiféministe qu'on a cité en intro, on n'a plus besoin du féminisme car on a atteint l'égalité, on va s'en reparler dans le prochain épisode, où on va parler de droit, de liberté, de loi et d'égalité. Et en attendant, je te dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode Her Story, Histoire des féminismes, de Marie Kirchen et Anna Wanda Gogusset, Les grandes oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes et Le couple et l'argent de Titiou Lecoq, Rage Against the Machisme de Mathilde Larère. Et j'ajoute 2 articles. L'article de Ballast, Luther King plus radical qu'on ne le croit, et un article du magazine Engrenage, La stratégie du flanc radical, comprendre son rôle et ses enjeux. C'est donc le flanc radical appliqué à l'écologie. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!